Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous reparler d'IA. IA, on en a à toutes les sauces, mais de l'IA dans moi ce que j'y trouve et surtout comment j'y suis revenu. Et je dis bien revenu parce que j'en ai fait, ça fait quelques années que je suis quand même l'évolution de ces technos-là, qui m'ont toujours extrêmement intrigué et intéressé. Ça fait beaucoup d'années maintenant, 12-13 ans, si je me trompe pas, que je fais effectivement du référencement naturel pour des entreprises. J'en ai fait en tant que freelance. J'en fais aussi à mon compte pour des projets perso. Et là, je fais une sorte de virage presque naturel vers l'IA. Alors, certains diraient ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même métier. Il se trouve qu'en tant que référenceur, j'ai vu arriver des outils plus ou moins appuyés, aidés par l'IA, etc. pour déjà augmenter notre métier. Et je l'ai vu autour de moi aussi dans l'écosystème. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de métiers commencer à être challengés, intégrés, complétés par des outils IA, et surtout aussi avec toutes les réticences, les peurs psychologiques que ça peut déclencher chez l'humain, soit d'un point de vue pro, mais aussi d'un point de vue perso. On le voit au niveau sociétal, hein, aujourd'hui c'est un vrai bouleversement profond. Et donc dans tout ce chaos un petit peu de l'IA, moi je me suis dit, mais attends, moi je suis développeur, j'aime bien créer des applications. J'avais un peu mis ça de côté depuis, je vous l'ai dit, 12-13 ans environ, parce que faire du SEO, c'est différent, c'est une autre approche, que ce soit pour soi, donc pour les entreprises, mais on n'est pas forcément, on développe pas forcément des choses, même si j'ai toujours eu un penchant très technique. Et donc, même en tant que référenceur, donc SEO, hein, Search Engine Optimization, donc pour les moteurs de recherche, l'optimisation pour les moteurs de recherche, comment positionner et rendre visible une marque, une société, un site, un projet sur Internet. Globalement, c'est ça, je vous résume vraiment dans les grandes lignes. On n'est pas obligé d'être complété ou augmenté par de l'IA en fait. Mais là, il se trouve que depuis quelques mois, années, c'est peut-être beaucoup parce que ça va très vite, je dirais plutôt quelques mois, on voit des outils pour les référenceurs qui intègrent plus ou moins de l'IA, tout le monde se met dedans, etc. Et donc en tant que référenceur, j'ai été confronté à ça. J'ai vu mes outils changer, évoluer. J'ai vu autour de moi des développeurs, des rédacteurs, des journalistes commencer à être titillés par l'IA, challengés par elle. Vous rédigez un contenu, en fait, la personne qui va utiliser de l'IA pour pas forcément rédiger à sa place. Alors déjà, il y a ça, il y a la problématique. Ok, mais en fait, l'IA fait mieux que moi, donc du coup, pourquoi j'ai besoin d'un journaliste, pourquoi j'ai besoin d'un rédacteur? Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est non, mais en fait, l'IA fait pas mieux que toi. Par contre, avec de l'IA, un rédacteur est 10 fois plus productif. Je dis 10, c'est une vue de l'esprit, hein, vous avez compris, mais beaucoup plus productif qu'un rédacteur qui refuserait d'être augmenté par l'IA. Et ça pose des problèmes éthiques, parce que dans ce métier-là, surtout dans ce métier-là, quand on parle des journalistes, c'est quand même un métier assez à cheval sur la partie éthique, sur la partie oui, éthique, professionnelle d'une certaine façon. Pourquoi je rédige, quel est le sens de ce que je fais? Et je l'ai vu, moi. Je l'ai vu parce que j'étais dans des entreprises où ces questions-là se sont posées d'une façon ou d'une autre en fonction des projets. Je le vois chez les développeurs. Les développeurs aujourd'hui, historiques, j'entends. Moi, j'ai été développeur, j'ai cette formation de développeur. J'ai fait un IUT informatique il y a donc assez longtemps. C'était 2006, je crois. 2006, j'ai fait IUT. 2007, une licence informatique. Et donc, j'ai eu une formation de développeur. Officiellement, c'est ça ma formation au départ. Donc je comprends la logique de coder un projet, de le structurer, de le conceptualiser, et ensuite de le maintenir, etc. Le développeur historique, qui pourrait être issu de ma formation aujourd'hui, qui a toujours travaillé comme ça, voit des outils IA aussi arriver, et même si moi professionnellement j'avais mis un peu le projet de côté pendant un certain temps pour me consacrer au référencement, j'ai toujours cohabité avec des développeurs, puisque mon métier en tant que référenceur m'obligeait à m'appuyer sur le travail de développeur pour implémenter mes recommandations, des évolutions techniques, etc. Et là arrivent des outils où on peut vibe coder aujourd'hui, on peut développer avec de l'IA, plus ou moins, encore une fois, il y a plein d'outils qui existent, etc. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais... Et donc le développeur, lui, il se voit challengé par l'IA, et peut-être même encore plus fortement que le rédacteur. Sur d'autres points, vous comprenez bien, psychologiquement, éthiquement, ça pose d'autres questions. Est-ce que je suis remplaçable? Si oui, quelle est ma valeur ajoutée en tant que développeur finalement? Parce que si je demande à coder une fonction à l'IA et qu'il me sort le truc instantanément en quelques secondes, alors que moi il me faut 2 jours pour l'implémenter, tester des trucs, je suis pas sûr, je change ma boucle, j'écris mon for, if, machin, truc. À quoi je sers vraiment? En fait, le développeur aujourd'hui est en train d'évoluer vers un métier beaucoup plus
qui doit prendre du recul par rapport en fait au fait de coder et d'être vraiment dans le code, qui doit plus se dire je peux faire piloter mon code par de l'IA. Par contre, le cerveau qui pilote, ça peut pas être une IA. Parce que là, effectivement, le truc va se marcher dessus, il va réécrire 10 fois la même fonction, le code va partir dans tous les sens, etc. Ça va marcher, mais après, il va y avoir des effets de board partout, parce que l'IA peut pas avoir une vision globale et ne sait pas où vous allez. Il n'a pas la cible, il n'a pas l'objectif. Même si vous lui mettez un prompt, texte, faites le test. Hein. Allez dans un chat GPT, allez dans un Gemini, un Claude, etc. Si vous n'avez aucune capacité en tant que codeur à challenger la structure de ce que l'outil vous propose, le chatbot, l'outil de coding, vous allez réécrire des fois 10 fois le même truc, il n'y aura aucune cohérence de structure globale, la structure objet va être complètement bancale, et donc ça va marcher, mais ça va être un château de cartes le truc, quoi. Le vrai codeur, lui, il va demander à l'IA de produire des morceaux du code, mais il saura où ces morceaux s'assemblent, à quel endroit ils s'orchestrent les uns par rapport aux autres. Et là, par contre, le développeur qui fait ça, d'un coup, il voit sa productivité décuplée. Et surtout, il voit le développeur d'à côté qui résiste, qui se dit non, mais l'IA, non, parce qu'en général, c'est la peur d'être remplacé. Je veux bien m'accrocher à mon siège parce que je veux pas qu'on me vire, quoi. C'est une mentalité, et ça se comprend. Il y a des peurs autour, je suis pas en train de juger, hein, je dis juste, c'est ce que j'observe. Et donc, vous voyez ces deux développeurs-là, tout comme les deux rédacteurs, celui qui refuse l'IA par principe éthique, ah non, l'IA jamais. Et l'autre qui se dit non, mais l'IA va pas me remplacer, mais par contre, je vais apprendre clairement à. Je vais utiliser des outils pour gagner du temps, parce que sur des tâches répétitives, sur des morceaux que après je peux retravailler humainement, bien sûr. Je peux recoller dans une structure d'ensemble une vision, un storytelling, un copywriting, quelque chose de beaucoup plus clean, avec un objectif, etc. Ce que l'IA, lui, va mal faire. Par contre, le premier jet, le deuxième jet, la réécriture et tout, ça, je peux au début donner des choses à l'IA pour que la trame soit façonnée. Et tout ce temps de façonnage de premier jet, je gagne du temps. Et franchement, c'est OK. Aujourd'hui, les outils permettent de le faire. Mais à côté de ça, vous avez le rédacteur qui va dire non, moi, non, surtout pas. Ah non, mais moi, l'IA, c'est le mal absolu, je le fais pas. Peur, angoisse, tout ce que vous voulez. On est dans un asile à ciel ouvert, les amis. Hein. 2025, on est bien sur tous les sujets dans la société. Vous le voyez, l'IA, c'est comme si ça donnait un coup de pied dans la fourmilière, en fait, et ça explose. Ça amplifie toutes ces peurs et ces angoisses, en fait. Alors, c'est dur, c'est dur, et en même temps, je trouve ça important de ne pas juger, parce que en jugeant, moi, des fois, ça peut me prendre. Je suis humain comme tout le monde, j'ai mes biais aussi comme tous. Et je me dis, non, mais attends, le rédacteur machin, il devrait plutôt faire ci, le développeur, il devrait plutôt faire ça et tout. Sauf que quand tu dézoomes toi-même, tu te dis déjà, moi, je pense ça parce que j'ai moi-même mes biais. Je pourrais penser différemment parce que si j'avais une autre expérience, un autre rapport au travail, au monde du travail, en France aussi, parce que je suis en France aujourd'hui, je pourrais être dans un autre pays avec une culture différente, etc. Tout cet écosystème-là m'entraîne dans des biais qui me font penser ce que je pense aujourd'hui. Et je peux pas juger quelqu'un qui est aujourd'hui dans la peur de l'IA, parce que d'ailleurs, je le comprends profondément, hein, et qui n'a pas bougé depuis 20 ans, qui travaille, qui fait sa petite routine et qui d'un coup voit le truc arriver en mode non mais en fait non mais je veux pas le voir, je suis dans le déni surtout parce que je sais que ce truc là va me remplacer demain, et donc il faut surtout pas, il faut limite que j'en fasse même un combat de rejeter la techno, le progrès que ça peut m'apporter, alors que l'autre mindset c'est de se dire ok, le truc peut me permettre d'aller plus vite, mais du coup le temps que je vais gagner à automatiser des tâches répétitives et à ce que je vous ai dit, produire un code ou un texte très rapidement pour ensuite le travailler, bah c'est du temps de cerveau que je me dégage pour piloter un autre truc, pour mettre ma valeur ajoutée d'humain créatif sur d'autres sujets en parallèle auxquels avant j'avais même pas accès parce que j'étais dans des routines qui m'obligeaient à pondre du code à la volée, quoi. Ça, c'est un autre mindset. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que l'un des deux serait plus humain, plus intelligent? Non. En fait, c'est juste que l'un des deux a plus ou moins de peur autour du sujet. Et c'est pas une peur qui sort de rien du tout. C'est une peur qui est liée à peut-être une partie de notre culture, de notre éducation, un ensemble de paramètres qui n'est pas jugeable parce que moi, par exemple, quand je regarde des situations comme ça, je les vois, je les comprends. Mais quand vous connaissez pas les gens, vous savez pas ce qu'ils éprouvent. Vous ne savez pas que dans leur vie, quand ils rentrent du boulot, les gens, ils sont dans une souffrance incroyable. La famille, les amis, ça va pas. Il y en a qui sont en dépression, sur plein d'autres sujets d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, on voit beaucoup de débats autour de l'IA où chacun a une position. L'IA, c'est bien, c'est génial, allons-y à fond et tout, machin. L'IA va remplacer l'humain, c'est cool. Et d'autres qui disent, surtout pas l'IA, voilà. Bah non, en fait, tout ça, c'est nuancé.
Et c'est vrai que dans cet écosystème, donc ça crée une sorte de chaos en fait, et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Moi, il se trouve que l'IA, je l'ai découvert il y a quoi? Je vais dire 1 an, parce que c'est l'ordre de grandeur qui me vient en tête, mais en fait, ça fait plusieurs années que je suis dedans, parce que j'ai commencé à expérimenter ça, moi, sur du travail, surtout sur les images. Les images m'intéressaient beaucoup au début, voir qu'on pouvait générer des images, des petites animations. C'était les débuts, pour ceux qui connaissent, dans Stable Diffusion. Il y avait des modules Deforum, j'avais testé. Il y avait du Animate, Diff, ou j'ai plus les termes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les réseaux, il y avait ces espèces de vidéos qu'on voyait passer, donc sur du TikTok, du Instagram ou autre, où on voyait comme des alors, j'ai pas le terme technique exact, mais ça faisait pas du stop motion, mais vous voyez des images. J'ai pas le terme, je sais que ça existe. Il y a un terme technique pour dire ça. Dites-moi en commentaire si ça vous évoque quelque chose. Vous savez, on voyait ces sortes de vidéos, mais en fait, c'était juste une succession d'images, et donc on voyait le nombre de frames s'afficher. Et donc on voyait en fait, image par image, les scènes derrière se décaler et tout, parce que l'IA ne savait pas créer la cohérence en fait par rapport à tout ça. Des forums permettaient de le faire. Et moi, j'ai même poussé le truc à me dire, on peut même, en mettant une musique, un MP3 ou un Wave, typiquement, sur une animation de ce type-là, en demandant à l'IA de générer des images, en faisant ça, on peut même réussir à caler le timing des transformations, c'est-à-dire le fait de voir des images s'accélérer, les plans changer plus ou moins vite, avec l'angle de caméra et tout. Vous pouvez caler ça sur le beat de la musique que vous passiez. 120 BPM, 140, etc. J'étais allé jusque-là, en fait. Alors, j'en ai pas fait des projets, etc., mais en R&D chez moi, je m'étais intéressé au sujet. Donc, j'avais installé un Stable Diffusion sur ma bécane, à l'époque. Bon, je me rappelle plus du modèle que c'était, parce que c'était déjà il y a un an ou deux, je crois, voire même, je dirais pas plus, parce qu'en fait, ça va tellement vite qu'on perd un peu la notion du temps par rapport à l'évolution de ces technos-là. Et donc, voilà, on pouvait mettre des modèles, on pouvait générer en local, donc chez nous, sans passer par un service en ligne, quoi. Tout un tas d'images, on charge un modèle. Alors, c'était, je sais plus où j'allais. Il y avait Civitae qui existe aujourd'hui, qui permet d'aller chercher des modèles, de prendre des modèles de prompt, des modèles aussi, des Safe Tensor, des modèles qu'on peut mettre en termes de texte to image, en termes de prompt. Et donc moi je m'amusais avec ça, voilà. Il y avait des prompts positifs, des prompts négatifs. Ok, on peut dire dans l'image je veux ça, et puis en même temps retire-moi ces trucs-là, voilà. Et puis on génère, ça marche pas, on réitère, on régénère, on réappuie sur le bouton, on recommence, on change les dimensions, machin, on passe 2 fois par le modèle, tiens ça améliore un peu, on reteste, on fait un peu on augmente la résolution, on croppe un truc, on refait produire en in-paint, c'est-à-dire qu'on efface une partie de l'image pour régénérer juste une partie qui nous plaît pas. Tout ça, je l'ai fait au début de Stable Diffusion, quand on pouvait l'installer sur sa machine, parce que je trouvais ça super d'avoir ça chez soi. Et c'est surtout, les amis, ça coûtait 0. Ça coûtait pas 1 centime le truc. Bref, j'étais comme ça dans cette itération-là. Je voyais les limites de ma machine. Ok, ah mince, là, ça demande un peu trop de CPU, le truc crash, erreur mémoire, superbe, génial. On n'était pas loin de l'écran bleu. Et en parallèle, moi, j'étais toujours en train de faire mon métier de référenceur. Je sais même plus à quel moment j'étais, parce que les expériences précédentes m'ont amené à bosser pour pas mal d'acteurs, surtout dans la tech finalement. Alors c'est assez drôle parce que en tant que référenceur, j'ai travaillé sur des thématiques tech. J'ai bossé notamment, alors j'étais chez New Web avant que l'entreprise soit rachetée par TF1. J'ai bossé sur les numériques, Gamecult, ZDNet et CNET. Ça c'était, je crois que c'était d'ailleurs pendant cette expérience professionnelle que je faisais tout ce que je viens de vous dire sur Stable Diffusion, etc. En parallèle, sur mon temps libre, je m'amusais à tester ces trucs-là et j'ai découvert l'IA à ce moment-là. Mais vous voyez, j'étais déjà finalement sur de l'actualité et des thématiques en plus de médiathèque. Donc c'était assez drôle parce qu'en fait, j'ai jamais été très éloigné finalement de l'IA, d'un point de vue thématique, on va dire. Et d'ailleurs, oui, j'ai vu d'ailleurs l'IA arriver en traitement éditorial sur ces plateformes-là, pendant que moi-même je faisais mes tests techniques. On commençait à en parler, ça devenait un peu plus grand public, même si ça restait au début très ChatGPT. Il y avait ChatGPT dans l'IA, il n'y avait rien d'autre. Il y avait un peu d'Elon Musk sur voilà, sur quelques technos. Grok n'existait pas encore à l'époque. C'était les balbutiements de ces trucs-là. Et c'est ça qui faisait l'actu en France sur le sujet, on va dire sur le cluster IA en SEO, quoi. Et donc, voilà, l'IA, pour moi, c'était des petits trucs, mais j'y voyais pas encore de capacité à faire des applications de qualité professionnelle. J'en étais pas là, hein. Moi, j'étais juste un référenceur qui bidouillait chez lui le week-end ou le soir pour tester. Tiens, on peut générer des images, c'est cool et tout. Je partageais ça sur les réseaux. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur Insta, je suis partout, hein, TikTok, Facebook, Facebook un peu moins, mais
TikTok et Instagram principalement. J'ai partagé comme ça quelques petits projets d'animation. Je me suis amusé. J'ai essayé de me mettre en scène aussi. Bon, j'ai joué pas mal avec l'image du poulet aussi parce que je trouvais ça assez drôle de mettre en animation quelque chose qui... C'est ça qui me paraissait dingue. Animer un poulet, par exemple. Animer un poulet, je me suis éclaté. J'ai fait un poulet pirate, je me rappelle. J'ai fait un poulet super-héros, un poulet Elden Ring. Et je me suis amusé à partager ces vidéos-là sur les réseaux. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que là, je pense qu'à ce moment-là, j'ai remis un truc en moi, sans que je le sache encore, parce que ça aboutit à ce que je fais aujourd'hui, mais il y avait ce petit côté, waouh, on peut réussir à faire des trucs de cette qualité-là. Alors, on n'était pas encore sur des trucs ultra 4K, machin et tout, il y avait des artefacts, ça bavait un peu sur les bords, etc. Mais là, je pense qu'au fond de moi, l'humain... fondé sur les émotions, parce que c'est ça qui nous meut aujourd'hui, hein, le côté dopaminique des situations, qu'est-ce qui t'excite quand tu fais une activité, etc. Là, il y avait de la décharge de dopamine, en fait, qui commençait à arriver à un niveau d'intensité où je me suis dit, ok, là, si ça me procure ce genre de truc, pourtant, je vois les limites. C'est artefacté, comme je vous l'ai dit, ça crachote un peu, on voit des pixels à gauche, à droite, l'animation s'enchaîne pas bien, des fois les modèles d'image sont pas folles, etc. Mais bon, en faisant un peu de post-prod, on montait les trucs et tout, puis on arrivait à faire des petites animations sympas qui, franchement, des fois hérissaient le poil un peu, quoi. On se disait, waouh, ah ouais, avec une petite musique derrière et tout, c'était les prémices de ce qu'on voit aujourd'hui tourner en mode viral sur les réseaux TikTok, Insta et autres, en short, quoi. Et je pense que là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai commencé à mettre le doigt dans l'évolution de ce truc-là. Et puis, bon, voilà, mois après mois, t'as des nouveaux modèles qui arrivent, des nouveaux tutos, YouTube. Alors, c'est génial parce que là, t'as à foison de tutoriaux sur les questions. Donc, c'est infini. Si t'as du temps, en fait, c'est juste le temps. Ça te bouffe du temps parce que c'est du temps de essai-erreur. J'essaie un truc, une config, machin, Stable Diffusion, je le branche comme ça, je mets un script Python à gauche, machin. Alors, en plus de ça, je vous parle de ça. Comme j'ai toujours été développeur, j'ai ce biais-là aussi de pas forcément me rendre compte de ce que ça coûte d'un point de vue bidouille et dev, technique, d'implémenter ça et de mettre en place comme ça des branchements sur sa machine avec un script à gauche, un Stable Diffusion, un truc qui communique comme UI, maintenant Stability Matrix, enfin toutes ces technos-là, de les paramétrer pour que ça marche bien sur sa machine, etc., pour que ça explose pas avec CUDA sur sa carte graphique, etc. Et je vous dis ça parce que j'ai le biais du développeur. C'est-à-dire qu'en fait, étant développeur, pour moi, tout ça, maintenant, je le fais naturellement. Je l'ai toujours fait et ça faisait partie de ma R&D. Sauf que à ce moment-là, je me rendais pas forcément compte. Je me rends compte aussi aujourd'hui, en interagissant avec pas mal d'entre vous. Si vous n'êtes pas dev du tout, vous regardez cette vidéo, il y en a parmi vous qui sont un peu dev, qui sont un peu dans ce spirit-là, donc ils comprennent. Et pareil, on est dans ces biais-là, en fait. On se rend pas compte. Le grand public à côté... Bon, alors déjà, le grand public professionnel qui connaît un peu les technos et un peu dans l'esprit de ce qui se fait en IA et tout, mais n'est pas développeur. Déjà, vous êtes à des kilomètres de ces gens-là. Parce que les gens qui ne sont pas du tout développeurs, vous leur parlez de script Python, de machin, même d'installation locale d'IA et tout. Pourtant, c'est des gens qui peuvent vous parler d'IA, des sociétés sur l'IA. Je pense notamment justement aux journalistes qui sont dans ces technos-là, qui parlent de ces sujets dans les médias en France. Ou le monde professionnel. Je vous ai parlé de tout ce qui gravite dans ces métiers qui adressent plus ou moins de l'IA ou qui l'utilisent plus ou moins déjà dans leur process interne au sein des entreprises. Et en fait, là, imaginez en plus si vous allez parler de ça à des gens dans la rue, n'importe qui. Prenez quelqu'un, alors de votre famille, ça peut être drôle aussi, mais demandez-leur c'est quoi pour vous l'IA. Et là, vous prenez un petit café, puis vous attendez et vous faites plaisir. Bon, les gens savent pas du tout ce qui se passe. Pour eux, l'IA égale ChatGPT, ou l'IA, c'est un danger, c'est super intelligence, etc. Bon. Donc là, c'est même pas des kilomètres, c'est des années-lumière de différence avec le grand public. En disant ça, je suis pas en train de dire ces gens-là... Non. Faut juste... Quand je vous parle du biais que j'ai, et j'en ai conscience en vous en parlant aussi, c'est qu'on est quand même un petit monde dans un petit monde dans un petit monde qui parlons IA, alors qu'en réalité... T'as l'impression que tout le monde parle IA, pense comme toi, etc. Ça, c'est un biais que j'ai. Hein. En réalité, quand tu dézoomes, tu te dis, mais non, en fait, je suis un ovni, quoi. personne ne parle de ça. Je dis personne, on est quelques-uns, les amis, mais c'est pas la majorité, quoi. J'ai digressé. Donc, l'IA, je bidouillais des scripts, je continue à faire mon référencement.
Et là, cette année, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose parce que c'était autour de l'été à peu près. Donc été 2025. Hein. Je sais plus à quel moment on en était, mais bon, on était déjà sur des versions de GPT 4o, je crois, à ce moment-là. C'est peut-être 4 qui venait d'arriver. Gemini commence... Enfin, il y avait quand même des modèles intéressants avec l'image, là. Il y avait VO2 peut-être. De mémoire, hein, parce que ça évolue tellement vite. Aujourd'hui, on a dépassé tout ça. Et là, pareil, toujours dans cette optique de R&D, moi je continue à faire des petits trucs, des tests et tout, et là tu vois arriver des choses, tu te dis, waouh, là on a franchi un cap. Et là, tu as des technos, des frameworks qui émergent, des façons d'implémenter les choses, plus tu rajoutes la capacité à s'augmenter en tant que développeur, hein, en codant, en ayant un copilote IA. Et là, je me suis dit, ok Alex, on va retester, on va essayer de refaire du code. Cette fois, on va le faire avec de l'IA, ce que j'avais jamais fait de ma vie, même si j'ai une formation de développeur. Et là, les amis, c'est là, je pense, où il y a eu le déclic. Je me suis dit, parce que je les mesurais, c'était pas qu'un concept. Je savais qu'on pouvait faire et tout, mais ça restait nébuleux. Je faisais du référencement naturel, je développais pas, voilà. Et j'ai commencé, je sais plus ce que j'ai essayé de faire, mais j'ai fait des petits tests. Déjà, générer des sites web, des pages web, des structures et tout. Et là, j'ai vu à quel point ça te faisait gagner du temps, de copiloter justement des productions ou ce que tu pouvais avoir en tête en tant qu'humain. Et j'ai commencé, petits projets, machin et tout. Et là, j'ai eu l'idée, je me suis dit, bah attends, moi j'écris des bouquins. Enfin, j'en ai écrit. En ce moment, j'écris pas, mais j'ai écrit un roman d'aventure, j'ai écrit quelques essais. Et si on pouvait aujourd'hui avoir un outil qui nous aidait à faire ça, mais pas un outil en ligne, parce qu'il y en a plein. ChatBot, on peut très bien demander à ChatGPT, écris-moi mon bouquin. Bon, j'y reviendrai dans d'autres vidéos parce que il y a des limites, etc. C'est comme le rédacteur qui pense que l'IA peut rédiger à sa place, ou le développeur que l'IA peut coder une application complète très robuste à sa place. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Hein. Écrire un livre, c'est pareil. L'IA peut pas écrire un livre à votre place. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord. On voit beaucoup de vidéos circuler. Tout le monde dit ah mais maintenant ça y est. Non, je vous confirme. L'IA peut pas écrire un livre. L'IA peut écrire. Enfin, plus justement, l'IA pourrait écrire un livre. Peut écrire quelque chose qui ressemble à un livre. Une structure, des chapitres, un titre, une jaquette. À la limite, avec de l'IA, vous faites tout ça. Par contre, le lecteur qui va lire le bouquin derrière, est-ce qu'il va ressentir la même chose que si c'était un humain qui avait vraiment fait ce travail d'écriture? Non. Donc, vous pouvez feindre avec de l'IA de faire un bouquin, vous pouvez feindre avec de l'IA de faire une application extraordinaire, vous pouvez feindre avec de l'IA de faire des vidéos, machin et tout. Mais par contre, en tant que spectateur de tout ça, de lecteur, la personne qui va recevoir ce contenu-là, vous ne pourrez pas la tromper. Vous pourrez la tromper avec des artefacts. Visuellement, waouh, c'est génial, machin et tout. Il va manquer un truc. Il va manquer, j'allais dire une âme. Il va manquer la vision, l'imprégnation de l'humain là-dedans, en fait, dans l'œuvre. Et il y a eu d'autres sujets aussi, c'est-à-dire qu'on a le fameux sujet de l'IA en ligne. On voit des business models exploser. Moi, j'ai vu ça. Hein. Donc moi, c'est marrant parce que j'ai toujours eu, dès le départ, vous voyez, cette sensibilité de je veux installer un truc sur ma machine. J'avais mis Stable Diffusion, local, illimité. Une fois que tout est configuré, donc ça demande un petit setup, c'est compliqué. Enfin, c'est là où je vous disais le biais, quand t'es pas développeur, ça peut être complexe. Une fois que tout est configuré, c'est à l'infini sur ta machine. Tu génères des images, tu changes les modèles, ça te coûte zéro. Enfin, ça te coûte les ressources d'électricité de ta machine, en hardware si tu veux prendre une meilleure carte graphique, etc. Mais en gros, ça reste chez toi. Pareil, tu as accès à des modèles, tu as zéro censure. Aujourd'hui, tous les modèles en ligne, forcément, déjà, toutes tes données, elles sont partagées, diffusées et tout. Donc, les gens s'autocensurent sur tout ce qu'ils veulent créer, de façon générale, en fonction du pays dans lequel tu es, de la culture à laquelle tu réfères, etc. Donc, en fait, tu t'empêches de créer parce que l'outil juste te limite et donc, du coup, tu t'appropries les règles de l'outil. C'est-à-dire que tu te dis, ok, moi j'avais ça en tête, j'avais envie de faire ce truc-là, ah ouais, mais l'outil me permet de faire ci, ça, machin, et du coup, au final, progressivement, tu rentres dans l'outil et tu ne fais que ce que l'outil te permet de faire, et tu limites ta créativité à ça. Et moi, c'est vrai que dès le départ, presque, sans mettre ces mots-là, parce que là, je les mets très récemment, hein, je me suis rendu compte de ça avec l'évolution des technos, mais j'ai tout de suite eu envie de me dire, non, moi je veux pas ça. Moi j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller, et je veux pas une limite. Je veux pas un système de crédit IA sur un outil en ligne qui me limite au bout de 30 itérations et que je dois repayer parce que j'ai plus assez de crédit. Et puis je veux pouvoir faire des trucs sur ma machine sans que tout le monde voit ce que je fais en fait.
que ce soit en écrit, en image, etc. Donc j'ai eu ça dès le départ en fait, mais ça c'est peut-être un peu la déformation historique que j'avais toujours en tant qu'un peu hacker informatique, même si j'ai jamais été hacker en soi, mais ce petit côté, je veux pas que les gens voient dans ce que je suis en train de faire en fait. C'est perso, c'est chez moi, le projet est pas forcément abouti, j'ai pas envie de le montrer au monde et j'ai pas envie qu'une société aspire mes datas, on fasse quelque chose et tout. Et là donc cet été, le modèle arrive, je fais des tests de briques en développement et je me dis, ok, si je me crée un petit éditeur, on va se créer un petit éditeur pour écrire du texte, et parce que j'ai envie, moi l'idée que j'avais eu au départ, c'est tiens, j'écris un texte, et sans que l'IA remplace forcément ce que j'écrive, bah, des fois, moi je bloque. Bah, quand j'ai écrit mon roman d'illusion mentale, par exemple, qui est mon roman d'aventure, je me revois encore en train de l'écrire, et il y avait beaucoup de phases où j'étais paralysé parce que ma scène s'avançait pas. Bah, merde, comment je fais parler des deux persos? Je sais qu'ils doivent en venir à ça dans le chapitre qui suit. Mais là, j'ai un espace où il faut que je les fasse converger vers ma cible. Et... ah ouais, mais s'il dit ça, non, ça va pas. Et en fait, vous bloquez. J'étais en boucle sur des trucs. On connaît tous ça en tant qu'écrivain. Hein. Des moments. Et c'est bien parce que ça fait partie du process. Ces moments-là où on explose parce qu'on est bloqué. Parce qu'on a une envie d'écrire extraordinaire et en même temps, ça sort pas, quoi. C'est des moments, en fait, qui sont extrêmement utiles. Donc, l'idée, c'est pas de se dire, il n'y aura plus jamais de page blanche, parce que c'est impossible. Par contre, c'est de se dire, dans les moments où ça boucle un peu trop et où je me fais mal au cerveau, bah, si j'avais un outil comme ça, IA, et local en plus, parce que justement, je suis un petit peu dans cette culture-là du local d'une certaine façon, parce que je veux pas que ce que je suis en train de faire en tant que brouillon, en tant que idée, parte dans la nature. J'ai pas cet outil-là, je le connais pas, il n'existe pas chez moi. Et si je le crée? Et si aujourd'hui, j'avais pas trop de prétention, hein, je me suis juste dit, on va voir ce que l'IA permet de faire. Je vais me remettre à coder un truc, je vais faire un petit éditeur, juste un petit écran avec, j'écris un texte, une phrase, et puis j'appuie sur un bouton, et puis l'IA me donne des suggestions derrière, me dit, tiens, par rapport à ce que tu as écrit avant, tu pourrais écrire ça, là, ton perso, il se balade dans la forêt, il pourrait voir un lapin qui court, et puis il se met à le poursuivre, j'en sais rien, je vous raconte n'importe quoi, mais... Tiens, on va juste essayer de voir jusqu'où ça pourrait aller. Et puis, je me suis mis à coder. J'ai commencé à coder 2-3 trucs là-dessus et tout. Et puis, de l'éditeur, c'est devenu un truc un peu plus enrichi. Puis, ah ouais, on peut faire ça. Puis, je vais rajouter un deuxième bouton qui permet peut-être de corriger aussi en plus. On peut corriger, on peut demander à l'IA de nous inspirer. C'est pas la même chose. Ok. On peut aussi reformuler. Puis maintenant, on va structurer des chapitres. Je vais essayer de dire, ben, là, j'ai fait juste un paragraphe. Maintenant, j'aimerais, pourquoi pas, carrément un roman. Enfin, j'ai écrit mon dilution mentale, il est à côté. Je pourrais l'importer dans cet outil-là pour que ça reconnaisse automatiquement les chapitres, que ça puisse m'aider à le retravailler. Imaginons, je me remets dans le passé, mais si j'étais en phase de bêta-lecture, de réécriture ou quoi, d'analyse finale par exemple, je l'ai déjà écrit, déjà l'outil pourrait m'aider à l'écrire, mais surtout une fois qu'il est écrit, ça pourrait m'aider à aller plus vite en bêta-lecture, parce que bon, alors bêta-lecture non, parce que d'une certaine façon, le concept de la bêta-lecture, ce serait d'avoir un lecteur qui ne connaît pas votre livre, qui vous donnerait ses retours. Donc ça, l'IA peut pas le remplacer pour vous. Mais pour toutes les phases de correction, de reformulation, et puis de compléter des ellipses qui vont pas, etc., se dire, ok, l'outil pourrait m'aider à faire ça. Et puis ça pourrait aussi m'aider, quand j'ai pas envie de rester sur le PC, à imprimer, par exemple, à sortir des analyses, des résumés de mes chapitres, avec les moments clés et tout, pour que je puisse les lire à tête reposée dans un café ou n'importe où. Parce que j'aimais bien faire ça, moi, à l'époque. Quand j'écrivais, j'aimais bien me poser, commander un petit café avec mon carnet, et puis j'écrivais sur papier à l'ancienne, hein, Moleskine, carnet, etc. Et après j'arrivais, je remettais sur l'écran, je me remettais sur mon PC pour retaper les trucs. Ce va-et-vient entre le papier et l'écran, je sais pas vous d'ailleurs, parce que je sais que les usages ont pas mal changé. Je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains qui sont plus du tout papier aujourd'hui. Mais moi je sais pas, mais dans le processus créatif, avoir juste le stylo et le carnet, pouvoir le sortir n'importe où en fait dans le monde réel, j'en avais besoin dans mon processus créatif. Et donc se dire, je peux extraire comme ça d'un outil là que j'allais créer à ce moment-là des résumés pour que je puisse les imprimer vite fait et aller me poser à un café parce que j'en avais un peu marre de l'écran, etc. Bah pourquoi pas, on va intégrer ça aussi. Et donc, j'ai développé Brick à Brick. Aujourd'hui, vous le savez si vous suivez cette chaîne, peut-être ou pas si vous tombez juste sur cette vidéo, ça prend un nom, ça s'appelle Local Prose. C'est mon premier atelier d'écriture augmenté par l'IA. Il y a des fonctions IA, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, vous pouvez très bien utiliser ça juste comme je vous l'ai dit pour structurer des chapitres, importer, exporter des documents. Déjà c'est un éditeur, il y a un mode focus, immersif, etc. Je me suis amusé, hein, je suis allé assez loin à ce niveau-là et c'est pas figé, ça continue d'évoluer tous les jours.
Mais par contre, quand on veut à la demande, on peut se dire, tiens, ok, vas-y, là, je bloque un peu, vas-y, l'IA, inspire-moi ce truc-là, reformule-la, résume-la, ok. Et donc, il y a des petites fonctions IA un peu partout, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Donc, ça laisse la liberté à l'auteur de s'augmenter à l'IA ou pas, pour répondre, si je fais le parallèle avec les rédacteurs dont je parlais tout à l'heure ou les développeurs, c'est comme si dans votre métier ou votre activité, parce qu'en tant qu'auteur, c'est votre activité, ça peut être professionnel, mais ça peut être juste perso sur votre temps libre, bah, vous pouvez vous dire à un moment donné, j'ai envie d'utiliser de l'IA dans telle ou telle proportion ou pas du tout, et je veux que ça reste dans le cadre de ce que je maîtrise. C'est-à-dire que si j'ai envie, je fais, si j'ai pas envie, je fais pas, et je suis pas dans le cadre d'un outil en ligne, par exemple, qui m'oblige à utiliser ces process de sauvegarde, de crédit, de machin et tout, avec ses limites et tout, comme je vous le disais, où en fait je me mets à penser comme l'outil me permet de penser pour faire une production qui de base n'avait pas ces contraintes-là, donc je me les impose, ce qui génère une autocensure, ce qui génère un biais en fait dans ce que vous allez écrire et produire, même si c'est pas forcément conscient en fait. Vous rentrez dans un carcan, dans un outil qui vous oblige à. Là je me suis dit, si tu fais ça en local Alex, bah il y a toujours le carcan, parce qu'on va pas se mentir, le fait que ce soit un logiciel formaté de telle ou telle façon, ça t'oblige quand même à avoir une structure particulière. Tu peux pas sortir des fonctions prévues par le logiciel. Mais par contre, tu les limites au maximum, parce que automatiquement, déjà, tu n'obliges pas à utiliser l'IA, et surtout, toutes les itérations d'IA, je veux reformuler, machin et tout, t'as pas de crédit. Donc une fois que tu as accès aux fonctionnalités du logiciel, bah c'est infini en fait. C'est toute ta créativité, c'est infini, personne ne le voit. Alors tu peux le partager si tu en as envie, hein. Tu peux le partager sur les réseaux, tu peux dire tiens moi j'ai fait ça avec ce logiciel, j'ai tel config et tout. D'ailleurs il y a des options dans le logiciel que j'ai mises exprès, parce qu'on a une communauté maintenant sur Discord qui commence à vivre, donc je vous remercie les amis si vous en faites partie, ça c'est vraiment super cool, d'auteurs et d'écrivains qui utilisent Localprose. Et je me suis dit ça peut être sympa aussi, parce que j'en parle à un pote qui écrit aussi, moi l'outil me plaît bien, et par contre j'ai fait des réglages dedans qui me permettent d'avoir des résultats avec l'IA ultra intéressants. J'aimerais bien lui partager aux potes. Lui, il n'a pas mon historique d'utilisation de l'outil, etc. Bah, vous pouvez exporter les réglages, par exemple, pour que lui, il les récupère directement dans l'outil. Donc, il gagne du temps parce qu'il règle comme vous avez réglé l'outil, etc. Bref, j'essaie de mettre en place aussi des petites fonctions comme ça, en pensant, toujours pareil, on garde la main sur ce qu'on fait. La bêta, elle est lancée depuis début décembre. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez encore vous rejoindre la bêta. Je vous mettrai le lien dans la description. Hein. Vous inscrivez sur la page, donc www.localprose.com. Vous rentrez un mail. Moi, vous recevez une confirmation que vous devez bien valider pour valider juste que vous n'êtes pas un bot. Et derrière, je vous envoie une invitation au Discord où là, vous allez rejoindre. On est déjà presque une trentaine à l'heure où je fais cette vidéo et ça continue de monter en permanence, donc c'est super. Auteur, écrivain, donc curieux aussi. Alors, il y a tout. Vous êtes vraiment extraordinaire parce qu'il y a vraiment tous les profils. Pro, indépendant, particulier, premier ouvrage. Il y en a, vous commencez juste à écrire vos premiers brouillons, vous gribouillez à peine. D'autres, vous êtes dans une série d'écriture, vous êtes déjà à votre 2-3e livre et vous dites, tiens, j'expérimente d'autres outils sur le marché. Ça me plaît de voir qu'on peut faire un truc en local. Je suis curieux, j'ai envie de tester. Bah, venez les amis, vous êtes les bienvenus. Pendant la bêta, je finis là-dessus. Je précise que l'outil est complètement gratuit. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite. Déjà, une fois que vous avez accès, comme je vous l'ai dit, aux fonctionnalités IA, c'est illimité, hein. Vous pouvez réitérer des milliards de fois jusqu'à avoir le résultat qui vous plaît. Je précise parce qu'on m'a posé aussi la question. Il n'y a pas de signature. C'est-à-dire que l'outil ne signe pas. Localprose, il n'y a aucune façon de détecter que ça a été fait par une IA. Et comme vous restez pilote, vous décidez à chaque instant de tout ce que vous générez dans l'outil ou pas, parce que vous n'êtes même pas obligé. Hein. Si vous générez avec de l'IA dans l'outil plus ou moins certaines parties, vous pouvez les reformuler, les réécrire, les garder, les rejeter. Et à la sortie, vous pouvez exporter en doc, en TXT. On m'avait posé la question, oui, mais les maisons d'édition, elles ont des outils qui permettent de repérer si c'est de l'IA ou pas. Bah, bon courage, parce qu'il n'y aura aucun moyen de savoir que vous avez utilisé de l'IA ou pas. Parce que vous n'avez pas appuyé sur un bouton en disant, vas-y, ChatGPT, fais-moi ce bouquin. Parce que là, forcément, il va vous mettre des artefacts que tout le monde connaît, des patterns dans l'écriture, où il met des quadratins là où il ne faut pas, des points, virgules, espace, machin et tout. Là... Bon, déjà, le modèle que j'ai mis en place et que j'optimise ne produit pas ça. Vous prenez un résultat beaucoup plus qualifié parce qu'il y a derrière une base structurelle enfin, il y a une stack qui est plus intelligente que juste un bot qui n'est pas entraîné du tout, etc. Mais en plus de ça, ça ne signe pas. Et si à un moment donné même, à l'usage, vous vous rendez compte d'un truc qui vous gêne, vous vous dites, ok, il y a à chaque fois la tendance à réécrire ces mots-là, ces trucs-là, ça peut arriver parce que en fonction du style que vous écrivez, etc., bah, libre à vous de l'utiliser ou pas. Vous pouvez très bien le reformuler, utiliser qu'une partie, etc.
Donc, la bêta est 100% gratuite, mais il faut vous inscrire, c'est super important. Et à l'issue de la bêta, dans la version stable qui implémentera toutes les évolutions que vous m'aurez aussi donné idée de faire pendant cette bêta, parce que l'idée c'est ça aussi, c'est que vous me donnez des idées que j'implémente au fil de l'eau et je vous fais les mises à jour régulièrement, donc vous pouvez en jouir déjà pendant la bêta. Quand la bêta se terminera, il y aura un abonnement à terme, un seul abonnement pour tout le monde. L'outil restera quand même accessible gratuitement pour tous, donc vous n'allez pas être rejeté du service, etc. Vous avez toujours accès à l'outil, il y a juste certaines fonctions IA avancées qui, elles, vont passer en abonnement. L'abonnement, il sera unique, les amis. Vous pouvez l'enlever quand vous le souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé, vous restez un mois, vous partez, etc. Un forfait unique, et il n'y a pas de système de crédit d'IA. C'est-à-dire, déjà, aujourd'hui, il n'y en a pas, il n'y en aura pas demain. Je vous le dis, je vous l'annonce, je le signe, je le tamponne, il n'y aura pas de système de crédit d'IA. C'est en IA local sur votre machine. L'abonnement, c'est pour avoir accès justement au service d'IA avancé. Donc déjà, sans abonnement, vous pourrez continuer à utiliser l'outil, créer votre roman, etc. Et derrière, par contre, une fois que vous êtes abonné, vous avez l'outil débridé total. Et là, illimité, vous utilisez l'IA 1 ou 2 fois dans la semaine, vous l'utilisez des milliers de fois, ça vous coûte pas plus cher. Voilà. Donc inscrivez-vous, profitez-en pendant la bêta, parce que du coup, les bêta-testeurs aussi qui s'impliquent, qui m'aident à développer le projet auront des avantages. Je recommuniquerai dessus prochainement et j'aurai le temps de le faire parce que la bêta est en cours et il va encore courir un certain nombre de semaines. Donc il y a encore des places, n'hésitez pas les amis, vous pouvez venir vous inscrire en liste d'attente et je vous valide derrière. Et au-delà de l'IA locale, en fait, ça rejoint en fait ce sujet de l'IA et de l'augmentation. L'IA, certains pensent que l'IA, et là c'est nous l'IA quoi, c'est moi mon boulot, l'historique de ce que je fais professionnellement ou personnellement, peu importe dans mon activité, je suis challengé par l'IA, du coup j'en ai peur et je dois me défendre contre elle. C'est un ennemi, l'IA est un ennemi. Et en plus de ça, on vous matraque le cerveau en permanence, parce que c'est ça, hein, le mainstream aujourd'hui qui parle de l'IA, qui ne connaît pas du tout le sujet, comme la plupart des sujets, mais ça déborderait du cadre de la vidéo. Enfin, la façon dont l'IA est abordée dans le mainstream, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est forcément toujours sous l'angle de la techno méchante, dangereuse. Il faut mettre des lois, il faut mettre des limites. Voilà, on est dans ce monde-là, les amis, on est dans cette société-là. Il faut tout légiférer, limiter, bloquer, anéantir toute idée d'innovation en permanence. Bon, je ne vais pas déborder plus parce qu'après, on rentrerait dans un autre registre. Dans un autre registre, je ne vais pas m'étendre, mais quand on vous présente l'IA sous cet aspect-là en permanence, comment vous voulez que ça n'attise pas en permanence, ça n'entretienne pas ces peurs de « Ah ouais, bah du coup, non, pas d'IA, jamais d'IA. » Donc moi, mon positionnement est complètement différent et je vous le livre parce que c'est celui qui m'anime aujourd'hui quand je fais Local Prose, mais aussi dans mon activité globale en tant que développeur aujourd'hui IA. L'IA n'est pas là pour me remplacer. Par contre, si je suis suffisamment intelligent pour utiliser l'IA à bon escient sur des tâches que je peux automatiser et piloter, bah pourquoi je ne le ferais pas? C'est un outil à ma portée qui me permet de gagner du temps, d'aller plus vite, de me libérer mon esprit sur des tâches répétitives et ultra chiantes que je faisais tout le temps parce que je n'avais pas le choix ou je ne voyais pas d'autre façon de faire, pour me concentrer sur vraiment la créativité en tant que développeur, mais en tant qu'écrivain aussi, potentiellement. Je vais avoir plus de temps pour écrire. Je sais que derrière, j'ai un outil qui me permet de mieux structurer, qui va de toute façon me débloquer quand je serai bloqué. Donc ça me redonne une sorte de confiance en mode, j'ai pas à m'inquiéter de ces trucs-là. Hop, on enlève l'anxiété, tout ça, ça s'en va. Enfin, c'est même pas on l'enlève volontairement, vous l'avez compris, ça se dissout automatiquement. Ça n'a plus de raison d'être. Vous avez l'outil qui vous permet qui est à dispo et duquel vous n'êtes pas prisonnier en plus. Ben, on y va, on écrit. On écrit, on code, on rédige, peu importe le métier. Et donc moi, je vois l'IA comme ça. Je vois l'IA comme le truc m'augmente. Mais pareil, l'IA, il y a à boire et à manger là-dedans. Si j'utilise un modèle IA qui ne correspond pas à ce dont j'ai besoin, je le configure mal ou je l'implémente mal en tant que développeur, ça va être une catastrophe ou ça va faire n'importe quoi. Donc, il vous faut quand même encore aujourd'hui un cerveau humain pour pouvoir choisir la technologie à utiliser en tant qu'IA et dans quelle mesure vous l'injectez dans des fonctions, là pour Local Prose logiciel, mais quand je dis des fonctions, c'est vous écrivez un texte, vous êtes rédacteur, jusqu'à quel point j'utilise un modèle IA pour m'aider et quel modèle IA j'utilise. Vous êtes développeur, jusqu'à quel point j'utilise un modèle IA pour m'aider à coder et dans quelle mesure je l'utilise. Vous êtes écrivain, jusqu'à quel point j'utilise une application en ligne ou un outil en IA local pour m'aider et dans quelle mesure je l'utilise. Tout ça, une IA ne peut pas le faire à votre place.
Donc, moi, je pense que l'IA, ok pour nous augmenter, pas pour nous remplacer. Sur ce, les amis, bonne journée à tous. On se tient au jus et venez tester Local Pros. On est très très bien dans cette commu et ça fait plaisir. Vraiment, vous êtes extraordinaires, les amis.